Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ce webinaire où nous allons parler donc, de plan de sobriété énergétique, donc comment préparer l'hiver. Afin que tout le monde puisse se connecter dans les temps, nous vous proposons de débuter ce webinaire à 9h05. Donc ça vous laisse encore 5 petites minutes.
Il est 9h05, du coup, nous vous proposons de démarrer. Donc, encore bienvenue à tous et toutes, donc ceux qui nous ont rejoints. Aujourd'hui, nous allons vous présenter ce webinaire qui va traiter les plans de sobriété énergétique ou comment préparer l'hiver 2024. Donc, je me présente, Caroline Galetto, je suis donc responsable commerciale chez Sobre Énergie et je laisse du coup mon collègue Jonas se présenter. Enchanté, Jonas Safon. Je suis Energy Manager au sein de Sobre Énergie, c'est-à-dire que je m'occupe de faire les visites de sites, le conseil pour les clients, notamment les analyses de parcs ou de bâtiments. Voilà, donc un vrai expert qui va m'accompagner lors de ce webinaire. Dans un premier temps, au cours de ce webinaire, nous verrons une courte présentation de Sobre Énergie, notre métier. Nous rappellerons le contexte énergétique 2023 et engagerons ce que nous attendons au cours de l'hiver 2024. Puis nous passerons en revue la stratégie que propose Sobre pour passer l'hiver 2024 au sein du plan de sobriété proposé par le gouvernement. Et enfin, nous finirons par une séance de questions-réponses. Effectivement, nous allons dédier environ 15 minutes aux questions-réponses, donc n'hésitez vraiment pas à les poser dans l'espace dédié, l'espace questions. Donc tout d'abord, Sobre Énergie, qui nous sommes-nous? Donc on est une filiale de la Banque des Territoires du groupe La Poste et d'Egis. Et donc aujourd'hui, on accompagne plus de 15 000 bâtiments à travers la France, 150 clients à la fois dans le public et dans le privé. Nous, notre ADN, en fait, est vraiment d'accompagner les entreprises et les collectivités dans la réduction des kilowattheures. Et donc, derrière, de fait, dans la réduction de leur empreinte carbone et de leurs factures. Et pour cela, on va associer 3 indispensables, les bâtiments, la data et les hommes et les femmes qui régissent les bâtiments pour atteindre justement cette sobriété énergétique ou cette transition énergétique des bâtiments et plus particulièrement les bâtiments tertiaires. Aujourd'hui, nous accompagnons vraiment plusieurs typologies d'entreprises, dans le privé et également de collectivités, donc à plusieurs niveaux, voilà, départementales, collectivités plutôt communautés d'agglomération, villes, universités, etc., etc. Donc, qu'est-ce qui nous amène à ce webinaire aujourd'hui? On est dans un contexte automne-hiver donc qui va arriver où voilà, le prix de l'énergie est très variable. On a vécu une année 2022 qui a plutôt chamboulé la donne sur l'énergie, en tout cas sur le marché énergétique. On a des pénuries énergétiques annoncées, donc les premiers plans de sobriété avaient été lancés l'an passé. On a eu finalement un hiver assez clément, même très clément, et donc les efforts de chaque entité d'atteindre les moins de 10% a apporté ses fruits. Il nous a permis finalement de passer l'hiver sans trop de difficultés ou sans coupure. En revanche, cette année, le contexte géopolitique, sans rentrer dans trop de détails, mais comme vous pouvez l'imaginer, est toujours aussi compliqué. Le parc nucléaire se relance ou va se relancer, donc on n'est toujours pas encore à 100%. Et les stocks d'énergie sont assez fragiles. Donc finalement, on reste dans un contexte énergétique qui est compliqué. Et rien ne nous garantit d'avoir un hiver aussi clément que l'an passé. Donc pour toutes ces raisons-là, les plans de sobriété vont être de rigueur cette année également. En parallèle du côté pression réglementaire pour réduire les consommations, donc on a le décret INSERM, la loi d'ADU, le décret BAX, voilà, un ensemble de réglementations qui poussent à la sobriété énergétique. Et bien entendu, la pression RSE, ESG qui pousse à agir sur le bilan carbone. Et donc, qui dit bilan carbone dit réduction énergétique, en tout cas sur ce point-là, même si ça englobe plusieurs volets.
Donc, des objectifs pour réduire donc, sa consommation énergétique. Ça permet, comme on l'a dit, voilà, de réduire ses coûts énergétiques, de réduire son empreinte carbone et d'améliorer son image à la fois en externe et en interne. Parce que de plus en plus, je parle de l'interne, de plus en plus d'organisations nous parlent aussi d'attentes des collaborateurs pour participer à une organisation qui se met en ordre de marche. Pour réaliser ces objectifs, on identifie plusieurs types de leviers de sobriété qu'on a décidé de prioriser. C'est en général la démarche qui est réalisée lors des audits ou de façon générale pour aller chercher des économies. Donc, en premier, on a l'évolution des comportements qui, en général, ne nécessitent pas d'investissement particulier. L'optimisation des réglages qui nécessite la mobilisation des équipes techniques. Puis, on peut réfléchir à l'installation de nouveaux équipements plus performants ou simplement de maintenance. Et enfin, réfléchir aux travaux de performance énergétique de bâtiments qui vont générer d'importants gains, mais qui sont aussi de lourds investissements. On peut voir ici les axes de levier d'économie d'énergie proposés par le gouvernement, sur lequel, du coup, on s'est aussi appuyé côté sobre. Donc, on a le volet chauffage, le volet éclairage et le volet engagement et transport. Donc, ces 4 leviers sont ceux sur lesquels le gouvernement nous pousse à réaliser des économies. Et donc, Sobre s'engage sur 3 de ces leviers, laissant pour l'instant le transport hors de notre scope. Donc, une fois qu'on a rétabli du coup, le contexte, il va falloir se mettre en ordre de marche à nouveau, continuer, on va dire, ses efforts, pérenniser ses efforts. Donc, il va falloir établir finalement une stratégie pour atteindre des objectifs qui, pour rappel, donc c'est moins 10% à l'échelle du parc de chaque entité. Donc pour cela, on a réfléchi aux différentes étapes, aux différents objectifs qui permettent de découper et créer une sorte de méthodologie finalement pour arriver à cet objectif-là. Premièrement, il va falloir définir des priorités. Donc pour cela, on peut imaginer analyser ces historiques de consommation, identifier des bâtiments par exemple prioritaires ou des entités prioritaires. Et derrière, on va vous adresser la liste des prérequis parce que finalement, vous aurez besoin d'informations ou d'outils qui vont vous permettre de récupérer et de pouvoir répondre à ces objectifs. Donc, dans le premier cas de figure, vous avez besoin d'avoir vos données énergétiques. Ensuite, il va falloir piloter les usages, donc analyser les usages, les comportements des occupants. Et pour ça, les capteurs d'ambiance sont de vrais atouts. Et on va vraiment rentrer dans le détail. Jonas vous expliquera le pourquoi du comment. Mais donc les capteurs d'ambiance qui permettent de mesurer la température, la présence, la luminosité et l'humidité pour avoir les températures ressenties sont de vrais outils et seront vraiment clés pour pouvoir piloter vos plans de sobriété. Ensuite, identifier évidemment les gisements d'économie d'énergie à court terme. Encore une fois, on se parle de passer l'hiver, donc c'est très court-termiste. Et pour cela, on vous propose d'étudier plutôt un échantillon finalement représentatif de votre parc. Donc pour cela, il faut des données bâtimentaires, des données d'équipement pour savoir où est-ce qu'on peut aller chercher des économies d'énergie. Mettre en place des actions de performance énergétique sur l'ensemble du parc. Donc on va étudier un échantillon, mais appliquer sur tout le parc pour aller plus vite et comment dire, être plus efficace d'un point de vue financier et investissement. Et donc, une fois qu'on a l'ensemble de ces actions de performance énergétique, il va falloir les hiérarchiser, extrapoler et les appliquer sur l'ensemble du parc. Pour cela, ça nécessite aussi une connaissance de son parc. Ensuite, on a son plan d'action, on commence à les appliquer, il va falloir faire évoluer les usages et les comportements. Donc c'est là où finalement le volet engagement, et d'ailleurs qui a été remis en avant par le gouvernement, va être vraiment clé pour pouvoir faire en sorte que à la fois les équipes techniques, mais également les occupants se mettent en ordre de marche et que tout le monde aille vraiment dans la bonne direction. Donc ça nécessite des prérequis, des instances de prise de parole, des racis, des moments où on va expliquer et qu'on va engager l'ensemble de ces équipes.
Et derrière, finalement, l'objectif final, c'est atteindre ces objectifs de sobriété et être dans une démarche d'amélioration continue des actions de performance énergétique. Et là, il va falloir, de manière vraiment dans le temps, piloter, monitorer, analyser l'impact de ces actions. Et donc, pour ça, une plateforme de management énergétique, par exemple, est clé et sera nécessaire pour voir et monitorer l'évolution de vos consommations. Donc pour cela, on a imaginé un ensemble d'outils qui peuvent vous servir. Encore une fois, on va vraiment rentrer dans le détail. Donc là, l'objectif, c'est de vous donner une vue d'ensemble de ces outils pour mieux comprendre après la démarche. Donc premièrement, on va avoir une revue de parc qui va être finalement un bilan de vos consommations et identifier les bâtiments types prioritaires à auditer ou à analyser. Des capteurs d'ambiance, ça, on s'en est un petit peu parlé, mais pour pouvoir vraiment mieux suivre des données type température ou luminosité d'ailleurs. Auditer les bâtiments pour analyser les sources d'économie d'énergie, établir des plans d'action et encore une fois sur ces bâtiments représentatifs et on tire le fil du coup sur l'ensemble du parc pour avoir le plus d'impact possible. On engage les occupants et les équipes techniques pour s'assurer que voilà, une fois qu'on met en place une action, elles sont bien suivies, elles sont bien respectées. Et derrière, on assure un suivi mensuel ou plus fin si les données nous le permettent, donc notamment avec des outils de pilotage énergétique. Donc ces étapes-là, en fonction de votre organisation, peut-être que vous aurez déjà certaines étapes mises en place. Voilà, la réglementation et même l'hiver passé nous a amené chacun à se mettre en ordre de marche. Donc finalement, ce qu'on vous propose dans cette démarche, c'est soit une démarche vraiment complète de A à Z, soit des briques qui peuvent venir en fait compléter vos dispositifs et vous assurer de pouvoir atteindre cette sobriété énergétique court-termiste, encore une fois. Donc, on va lancer un petit sondage. Et là, je laisse Nathalie, régisseuse de ce webinaire, lancer du coup ce sondage. Alors, je laisse encore quelques secondes à nos participants pour voter. On a déjà de belles tendances qui se dégagent. Alors, ce matin, effectivement, on a un public qui a plutôt tendance à suivre ses consommations énergétiques, mais la grande majorité d'entre vous le fait via un fichier Excel, donc quand même 40%. On a 20% qui a un outil de pilotage énergétique et le reste des participants qui est plutôt sur un suivi des factures, voire qui ne fait que payer ses factures. Voilà. Donc, un public quand même qui suit ses consos, mais sans outil de pilotage. Voilà. Ok. Alors, effectivement, il y a plusieurs manières de suivre ces consommations. L'avantage d'un outil de pilotage, c'est que ça facilite finalement aussi la démarche, on automatise la remontée de données. L'important dans cette démarche, c'est de suivre et de vous assurer que vous soyez dans les clous. Après, encore une fois, voilà, il y a des outils qui peuvent faciliter la démarche pour voilà, le suivi des factures, le suivi des consommations de distributeurs et notamment qui va permettre aussi le suivi des capteurs d'ambiance. Mais on va y venir. Et du coup, je laisse la main notamment à Jonath qui va nous expliquer tout ça plus dans le détail. Je te remercie, Caroline. En effet, je vais pouvoir commencer à expliquer l'une des étapes clés des étapes du plan de sobriété que nous avons envisagé. En effet, les outils vont être utiles. L'analyse l'est.
En fait, les outils vont simplement être un moyen de faire une analyse peut-être plus précise, plus complète, sans erreur. L'un des premiers outils qu'on utilise d'analyse, l'une des premières étapes, c'est de faire une revue de parc. Pendant cette revue de parc, on va essayer de faire un premier bilan des consommations. Donc l'idée, c'est de voir comment les consommations ont évolué, s'il y a déjà eu des travaux, s'il y a déjà eu des actions menées et leurs potentiels impacts. De faire une vue, on va dire, globale de votre parc, de récapituler les informations que l'on a déjà. Ensuite, de voir qu'est-ce qu'il est possible de faire en termes de remontée de données de consommation, c'est-à-dire d'automatisation, vous permettre de ne plus avoir à passer par des transferts internes d'informations répétitifs et pouvoir automatiser la remontée des informations pour avoir tout de façon centralisée et de façon facile. Et de sélectionner dans ce parc quels sont les bâtiments d'intérêt, quels sont les bâtiments qui vont nous permettre de faire le plus d'économies ou qui vont permettre d'être le plus représentatif de votre parc. Et donc quels bâtiments vont pouvoir être ciblés pour permettre d'avoir les actions les plus pertinentes à l'échelle de votre parc. L'idée pour sélectionner cet ensemble de bâtiments, c'est qu'on va viser à la fois des bâtiments relativement importants et des bâtiments qui sont, on va dire, caractéristiques des leviers qu'on va pouvoir identifier dans votre parc. Donc souvent, excusez-moi, je me permets. Jonas, je pense qu'il y a un petit souci, soit avec ton micro, soit avec les écouteurs, parce qu'il y a un bruit un peu constant. Donc, je ne sais pas s'il y a un petit réglage que tu peux faire. Je vais essayer, mais je vous avoue ne pas du tout savoir d'où ça peut venir. Cela perturbe l'écoute? Un petit peu, oui. Je vous avoue ne pas du tout savoir d'où ça peut venir. Bon, bah, c'est pas grave, on continue. Ok. Donc pour venir choisir les bâtiments dans ce parc qui sont d'intérêt et qui vont peut-être être les endroits où on va pousser l'analyse, on va essayer de venir choisir des typologies de bâtiments. C'est-à-dire si vous avez par exemple des bureaux, des locaux industriels ou d'autres typologies de bâtiments, on va essayer de venir sélectionner au moins un ou deux de chacun de ces typologies. Et pour les choisir, pour orienter notre choix, on va se porter sur les bâtiments les plus consommateurs et ceux sur lesquels on peut identifier les leviers qui sont les plus représentatifs de la typologie de bâtiment. Donc l'idée, voilà, c'est d'aller chercher par typologie, par taille, par consommation ou d'autres critères personnalisés à définir en fonction en fonction de chacun, en fonction de chaque besoin, quels sont les bâtiments sur lesquels on va porter notre attention. L'une des autres étapes clés du plan de sobriété que nous recommandons, après avoir identifié les bâtiments d'intérêt, c'est de venir installer des capteurs d'ambiance. Donc ces capteurs d'ambiance, nous les utilisons déjà depuis quelques années, notamment sur le groupe La Poste, nous permettent d'avoir des remontées d'informations sur l'usage que font les sites. Donc en fait, au-delà des consignes de température, par exemple, qui sont définies sur les sites, on va pouvoir venir voir quelle est la réalité des faits. Souvent, on s'aperçoit qu'entre la théorie et la pratique, il y a de grosses différences et on va pouvoir venir identifier toutes les dérives grâce à des capteurs qui nous donnent des informations sur l'état réel des choses. Les heures où ça s'arrête, les heures où ça commence, les consignes réelles de température en clim ou en chauffage. Et lorsque l'on sait que 50% de la consommation tertiaire provient du chauffage en hiver, on sait grâce au capteur, et le travail a déjà été mené, qu'on peut venir identifier beaucoup plus facilement
ce levier qui est le plus important, notamment dans les bâtiments tertiaires, qui est le chauffage. Et donc, on va pouvoir derrière suivre les impacts des actions qu'on a essayé de mener auprès de nos collaborateurs en voyant des résultats presque instantanés sur le comportement des usagers. Et donc, l'idée, au-delà de ces capteurs d'ambiance que nous mettons en place, c'est de venir auditer le bâtiment, si cela n'a pas déjà été fait. Et pour ça, on reprend le schéma classique de l'audit des bâtiments, où on va venir collecter et analyser un maximum d'informations sur le bâtiment, faire une visite si nécessaire, si elle n'a pas déjà été faite ou si un responsable technique ne peut pas nous fournir suffisamment d'informations sur son bâtiment. On va pouvoir, nous, en tant qu'Energy Manager, venir faire ce travail. Puis, tout va se passer dans l'analyse et le traitement des données pour essayer de dégager à l'échelle du bâtiment les leviers d'économie d'énergie qu'on aura réussi à identifier et surtout réussir à faire en sorte que les leviers qu'on a identifiés sur les bâtiments visités et audités puissent être déployés à l'échelle de tout le parc et toutes les typologies de bâtiments du parc. Donc, on a ici un exemple du rapport d'audit où on voit en fait un rappel des caractéristiques, un état des lieux en fait du bâtiment. Puis, on va essayer de pousser une analyse sur les consommations passées, sur la répartition des consommations et voir l'impact qu'aurait l'amélioration de certaines de ces composantes sur le bâtiment ou plutôt la typologie de bâtiment concerné. Et une fois que ces audits auront été menés, que ces capteurs auront été placés et que des leviers d'économie d'énergie auront été identifiés, on va nous proposer un plan d'action qui va nous permettre, qui va vous permettre de mener au compte-gouttes voilà, des combats pour chacune typologie de bâtiment. Et donc, la façon dont on organise ça, nous, chez Sobre, c'est de d'abord venir essayer de chercher les économies d'énergie sur différents niveaux. Enfin, on a arbitré ça sur différents niveaux en fonction de la pertinence en général des préconisations que nous faisons. Donc, en général, on va venir toucher au chauffage et à l'engagement des collaborateurs. C'est en général ce qui coûte le moins cher et ce qui produit le plus d'économies d'énergie. Puis en scope 2, on va venir sensibiliser sur la climatisation et la ventilation des locaux, qui sont des usages énergétiques très importants aussi. Puis l'éclairage va venir aussi être non négligeable dans les économies réalisables. On va voir dans cette slide la façon dont on pousse les actions. En fait, c'est une capture de notre outil. Donc, vous voyez qu'ici, il y a du suivi qui est effectué via un outil de monitoring des actions. Et donc, chaque action va pouvoir être suivie, menée, validée au sein d'une plateforme de monitoring des actions. Et l'idée, c'est de voir à quel moment ils ont été réalisés, et de venir se challenger et se cadencer les actions qu'on met en place sur les sites de notre parc. Je laisse la parole, Caroline, pour parler de l'engagement des occupants. Tout à fait. Une fois donc qu'on a nos plans d'action, qu'on a planifié les choses dans le temps, qu'on est prêt à se mettre en ordre de marche et qu'on engage aussi nos équipes techniques à les mettre en place, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, mais l'engagement des occupants est vraiment clé pour s'assurer que l'ensemble des actions soient bien respectées à travers, on va dire, l'ensemble des communautés, enfin des populations
qui régissent du coup une entité, donc une entreprise ou une collectivité. Donc, on a les agents techniques, dont on s'est déjà parlé. On peut avoir aussi les occupants des bâtiments, les communautés managériales et les départements RH et communication. Chaque entité a vraiment son rôle à jouer dans l'histoire. Par exemple, l'équipe technique va mettre en place la consigne de 19 degrés. En revanche, les occupants des bâtiments doivent aussi la maintenir parce que parfois, on retrouve des petits filous qui augmentent le chauffage ou qui apportent leur chauffage d'appoint. Malheureusement, c'est des choses qu'on voit tous les jours. Les communautés managériales ont aussi leur rôle à jouer pour relayer et rappeler ce message auprès de l'ensemble de leurs équipes. Et le département RH et communication, de la même manière, a son rôle à jouer pour marteler ces messages à travers les organisations. Donc pour cela, on a développé plusieurs outils. On va vous en présenter seulement 2 aujourd'hui. La fraise de la sobriété énergétique des bâtiments qui a pour vocation d'engager des plus petits groupes. Alors là, par exemple, on va engager des communautés d'ambassadeurs ou peut-être les équipes managériales ou les équipes techniques. Effectivement, ce sont des ateliers de 3 heures avec une vingtaine de participants. Donc, vous voyez, on ne peut pas forcément démultiplier à l'échelle d'une organisation pour tout le monde, ou alors le faire petit à petit. Mais en tout cas, c'est un outil qui est assez intéressant par son côté vraiment participatif pour sensibiliser aux grands enjeux, et derrière de dégager de se rendre compte des grands leviers du coup d'économie d'énergie au sein d'un bâtiment. Et on a un autre outil qui est aussi tout aussi intéressant, mais là qui a pour vocation d'engager, on va dire, un plus large public. Et donc là, vous avez un exemple qu'on a pu mettre en place sur la ville de la métropole d'Angers, qui est une action qui est en cours. Donc ce sont des kits de communication aux éco-gestes. Donc on va bien entendu adapter les éco-gestes à la saison. Généralement, on préconise d'avoir un éco-geste par saison et forcément, il faut que ça dure dans le temps. Donc, par exemple, l'hiver, forcément, ça va être le chauffage. Comme l'a dit Jonas précédemment, 50% environ des consommations des bâtiments tertiaires est liée au chauffage l'hiver. Et généralement, c'est, on va dire, la clim, même si c'est pas forcément aussi puissant que le chauffage, mais donc c'est un réel outil, on va dire, d'économie d'énergie, enfin, un vrai levier. Et donc, c'est très important de se focaliser là-dessus. Nous avons vu comment mettre en place des actions, nous avons vu comment engager nos collaborateurs. Reste à suivre les actions qui sont menées et les engagements qui sont pris à l'échelle de l'entreprise. Et pour ça, nous préconisons un outil de monitoring. Et comme ici, vous pouvez voir l'outil de monitoring développé par Sobre qui nous permet de suivre à l'échelle du parc ou à l'échelle d'un bâtiment les avancements et l'atteinte des objectifs. Comme vous voyez, à l'échelle du parc, on a le suivi sur plusieurs années, selon plusieurs indicateurs. Et à l'échelle du bâtiment, on va pouvoir rentrer un petit peu plus dans le détail du mix énergétique et des objectifs qui correspondent à la typologie de bâtiment ou au parc. Objectifs qui peuvent bien sûr être personnalisés en fonction de la situation. Et voilà, il y a de la marge d'adaptation en fonction des bâtiments et des besoins de chacun. Nous verrons dans cette slide-là aussi qu'au-delà des outils génériques développés par Sobre, on a aussi à disposition des indicateurs qu'on peut faire de façon personnalisée pour adapter la visualisation aux besoins du client. Ici, on a par exemple une courbe sur le cumul de la consto 2022, la courbe qui correspond à l'objectif moins 10%, qui permet d'avoir une visualisation claire et nette sur où on en est par rapport aux objectifs. Donc maintenant, la question qu'on peut se poser et qui serait tout à fait pertinente, c'est quand démarrer?
ce sont voilà, différents outils qui doivent se mettre en place. L'objectif, c'est encore une fois de passer l'hiver. Donc, il y a un objectif assez court-termiste et assez, voilà, il faut agir vraiment dans l'urgence. Donc, on vous a développé, alors c'est un planning très hypothétique qui bien sûr sera adapté pour chaque organisation, mais de vous mettre en avant, admettons, si on commençait au 1er septembre, voilà, ça nous permettrait de commencer à instaurer différentes études, des capteurs d'ambiance pour avoir des historiques, on va dire, à minima 1 mois de recul par rapport aux températures. Derrière, ce qui nous permettrait de mener des audits. Donc là, on a choisi 3 typologies, mais bien entendu, ça sera adapté et les plannings seraient adaptés. Et l'objectif est d'avoir, on va dire, son plan d'action, l'engagement des occupants et le début du suivi mensuel prêt pour le début de la période de chauffe. Alors, la période de chauffe, évidemment, va changer selon chaque organisation. Donc, on a fait vraiment un planning très macro pour vous montrer le principe. Mais il y a également un point assez important à mettre en lumière, c'est que même avec un planning, on va dire, hypothétique théorique, on voit qu'il faut quand même se mettre en ordre de marche dès début septembre si on veut avoir, pour le début de la période de chauffe, l'ensemble des éléments en main qui nous permettent de passer l'hiver, on va dire, de manière plus sereine. Donc vraiment, on vous sensibilise là-dessus. L'hiver se prépare dès à présent. Et comme vous pouvez voir, certains des outils sont des études, sont des mises en place voilà, de capteurs d'ambiance. Tout ça, ça peut prendre un petit peu de temps. Donc, il faut anticiper en fait cette période de chauffe et ces plans de sobriété pour pouvoir être vraiment serein et participer à cet effort collectif des moins de 10% pour éviter les coupures. Un cours, ouais. Une courte rétrospective sur notre plus gros client, La Poste, qui nous permet de dire aujourd'hui, enfin, d'avoir construit en fait ce plan de sobriété sur ce qui a fonctionné depuis quelques années maintenant auprès du groupe La Poste. Donc quelques données. Donc on a monitoré 10 000 bâtiments. Ce qui nous a permis sur l'ensemble du parc de faire moins 11% en consommation d'électricité et moins 24% en consommation de gaz. Tout cela a pu être possible grâce à l'installation de capteurs IoT, grâce au monitoring des consommations dans Datamark, grâce à des actions qui ont été poussées autour du paramétrage des équipements, grâce au suivi des consommations et à l'analyse qu'on a fait pour détecter les dérives énergétiques au niveau de la vétusté des équipements qui devaient être remplacés notamment, et autour des petits travaux, relumping, placement de chaudière, etc., avec les aides type C2E ou plus régionales. Donc, ça nous a permis de faire ces économies en minimisant, on va dire, les investissements. On a aussi comme retour les résultats d'un concours d'un programme de baisse des consommations basé sur du challenge comportemental uniquement. Et donc, on a réussi à réaliser lors de ces programmes 17% d'économies cumulées sur 30 sites choisis pour être mis dans ce challenge. On avait donc 4 challenges saisonniers autour du chauffage, de la sobriété numérique, donc tout ce qui est équipement intérieur, équipement électrique, de la climatisation et de l'éclairage. Et il y avait aussi la fresque qu'on vous a présentée plus tôt, qui était intégrée dans ces programmes. Et donc, on vous laisse 15 minutes pour nous poser toutes les questions que vous souhaitez et nous tenterons d'y répondre, bien sûr.
Effectivement, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace qui est dédié. En tout cas, merci pour votre écoute. Voilà, le plan de sobriété, vraiment pour résumer, l'objectif, c'est de pouvoir passer l'hiver sereinement. Plusieurs outils à votre disposition. Vous avez sûrement mis en place déjà plein de choses, soit l'hiver dernier, soit vous avez en tête des éléments que vous souhaitez mettre en place. Donc l'objectif, c'est aussi de vous accompagner sur la mise en place de briques additionnelles dans votre dispositif plus global. Et bien entendu, toujours réfléchir, et ça c'est un point on n'a pas trop abordé ou insisté dessus, mais il faut toujours réfléchir à finalement la stratégie énergétique globale. Donc il faut que ces investissements, si vous en faites, ils soient logiques et soient le plus voilà, pertinent possible pour vos stratégies énergétiques à l'échelle de votre parc. Donc Nathalie, je ne sais pas si nous avons des questions pour l'instant. Oui, effectivement, oui, elles sont nombreuses ce matin. Donc, première question, est-ce qu'il est nécessaire d'installer des capteurs sur l'ensemble de mon parc et combien de capteurs j'ai besoin pour chacun de mes bâtiments? Alors, je vais répondre à cette question. Alors, le nombre de capteurs par bâtiment nécessaire, il n'y a pas vraiment de bâtiment type. On va dire que ça peut commencer à partir de 3 capteurs et en fonction de la taille du bâtiment, on peut conseiller d'en mettre jusqu'à 10, 15. Un nombre précis, je ne pourrais pas vous le donner, ça s'adapte vraiment en fonction des typologies de pièces et de locaux aussi que vous avez au sein de vos bâtiments. Si vous avez un bâtiment entier de bureaux et qui se ressemble, on va dire, et qui est assez homogène, on aura peut-être besoin de moins de capteurs qu'un bâtiment qui va multiplier les typologies de locaux. Est-ce que c'est obligatoire? Pas nécessairement, ce n'est pas obligatoire, mais c'est assez surprenant de voir les usages qu'on arrive à les usages et les dérives qu'on arrive à détecter lorsqu'on en place. C'est-à-dire que lorsque les responsables techniques nous disent qu'ils mettent des consignes à 19 ou 20 degrés, en général, on se rend compte que dans les faits, dans les locaux, c'est rarement le cas. Et c'est typiquement le genre d'équipement qui permet de le notifier de façon évidente au fur et à mesure de la semaine, de l'année, en fonction des saisons. Et ça, ce n'est que pour l'aspect chauffage. Et juste pour compléter, les capteurs d'ambiance permettent en quasi instantané, alors c'est et corrige-moi si j'ai des bêtises, Jonas, mais c'est du J+1 donc c'est vraiment, on a une vision très, très fidèle en fait des températures. Donc si jamais les températures annoncent 26, c'est qu'il fait 26 dans les locaux. Et c'est des choses qu'on voit assez régulièrement parce que voilà, même s'il y a une directive, c'est pas forcément appliqué, ou encore une fois, chacun touche, on va dire, au réglage en interne. Donc même si les équipes techniques ont bien mis en place la consigne, derrière, voilà, selon la manière dont sont régis les bâtiments, ça peut être modifié. Et donc c'est important de suivre ces températures. Merci. Pardon. Seconde question, est-ce que vous faites des audits dans le cadre du décret tertiaire et des objectifs que nous devons nous fixer? Oui, tout à fait. On mène plusieurs typologies d'audits, que ce soit, on va dire, le plus complet, entre guillemets, c'est effectivement celui qui permet de répondre au décret tertiaire. L'idée, c'est que, en fait, un audit, finalement, c'est une étude du bâtiment, des équipements, des comportements, pour répondre à un objectif. Donc, dans le cadre, par exemple, des plans de sobriété, on peut se dire, bah voilà, moi, mon objectif, c'est d'avoir toute une liste de préconisations qui me permettent d'atteindre moins 10, moins 15%, admettons. Et donc, on va être un peu plus bavard sur l'ensemble des préconisations qui vont vous permettre de répondre à ce plan de sobriété. Maintenant, si l'objectif, et on peut réfléchir à plusieurs objectifs, bien entendu, si l'objectif est par exemple de répondre au décret tertiaire, là, on va plutôt avoir une approche long-termiste où on va atteindre donc les fameux moins 40, moins 50, moins 60%.
Et donc, si jamais, pareil, il faudra, c'est toujours des discussions hein, et des arbitrages à faire avec nos energy managers, avec nos équipes techniques, ce serait peut-être de se dire, bah voilà, j'ai besoin en un premier temps, par exemple, d'un bouquet d'actions ou de bouquet de travaux ou que sais-je, qui permettent d'atteindre du coup mon plan de sobriété. Donc là, on va vous lister quelques préconisations et derrière vous dire, bah voilà, donc ça c'est le premier bouquet et ensuite deuxième et troisième bouquet, vous aurez du coup les actions qui vous permettent notamment d'atteindre les objectifs du décret tertiaire. Donc on peut combiner plusieurs objectifs. L'idée n'est pas d'en avoir 50 non plus, mais dans ce cadre-là, oui, on peut tout à fait répondre au décret tertiaire et peut-être justement avoir un pan court-termiste dans l'étude en termes de préconisation. Merci pour cette réponse très précise. Alors, en mobilisant toutes les équipes, avez-vous une idée du gain énergétique estimé après avoir effectué toutes les actions? Jonas, tu veux répondre? Oui, tout dépend de la typologie de bâtiment et du plan d'action. Mais ce qu'on remarque en général, c'est que sur des actions purement comportementales, en général, on arrive déjà à atteindre 10%. On va dire sur des bâtiments de bureaux classiques, les 10% sont facilement atteignables. Après, encore une fois, tout dépend de la typologie de bâtiment, si vous êtes déjà isolé, si le nombre de collaborateurs, si vous avez des horaires de bureau classiques ou s'il y a des plages horaires beaucoup plus étendues. On va dire que ça s'adapte vraiment en fonction des cas, mais uniquement sur le volet comportemental sans investissement, il y a déjà dans les 10 à 15% qui sont envisageables. Merci. J'espère que ça répond entièrement à la question. Tout à fait. Question suivante, est-ce que votre plateforme remonte la donnée de capteurs? Oui, tout à fait. Tout à fait. La donnée des capteurs d'ambiance, la donnée des sous-compteurs et bientôt peut-être, enfin, la donnée des compteurs télérelevables et bientôt la donnée de sous-compteurs qu'on pourra installer. Oui, c'est en cours de développement, mais ça verra le jour très prochainement. Est-ce que les contrôles sont en complément de la GTB ou est-ce que la GTB est suffisante? Il y a une sous-question à cette question. Quel est le coût unitaire des capteurs et le protocole de communication de ce dernier? Alors, les capteurs communiquent en LoRaWAN actuellement. Donc, c'est la technologie de communication qui est utilisée. C'est un réseau qui couvre la France entière, qui va bientôt s'arrêter. Et on a déjà prévu leur remplacement par les nouveaux capteurs qui vont occuper le réseau Orange, si je ne me trompe pas. Et le début de la question, c'était, ah oui, est-ce que la GTB suffit? Alors, la GTB est un outil de monitoring du bâtiment, mais la GTB en tant que telle ne suffit pas. Il faut aussi la régler. Il faut aussi savoir quoi mettre à l'intérieur. Et ce n'est pas parce qu'on a une GTB que, je vous donne un exemple, que des robinets thermostatiques vont se mettre à 19 degrés. Donc, la GTB est un outil. Il est utile. Maintenant, il ne suffit pas en tant que tel. Et les GTB, en général, fonctionnent de manière indépendante. Donc, on a une GTB par site, si je vous donne un exemple. Et pour pouvoir centraliser les informations des GTB aujourd'hui, c'est encore un petit peu compliqué. Il n'y a pas forcément de protocole généralisé qui permet d'avoir une centralisation des données des GTB. Donc, on va dire que c'est à chaque site de faire le mieux possible, mais notre outil permet d'avoir au moins une vue d'ensemble centralisée. Il y avait une dernière question, c'était le coût des capteurs, me semble-t-il. Oui. Ah oui. Oui. Nous, en tout cas, les capteurs, il faut compter environ 150 € hors taxe, hors livraison, enfin vraiment juste pour le capteur en tant que tel, 150 € hors taxe par capteur. Et puis après, comme Jonas le disait, ça va dépendre le nombre de capteurs. Il faut compter en moyenne entre 5
allez, 5 capteurs et vraiment 10 pour un bâtiment complexe, si ça peut vous donner des ordres d'idées d'investissement. Et derrière, bien entendu, un capteur en lui-même ne suffit pas, donc ils font aussi les outils pour remonter la donnée. Donc ça, voilà, il faudra voir tout ça au cas par cas. Mais en tout cas, n'hésitez pas si jamais vous souhaitez qu'on en discute plus amplement pour étudier votre cas de figure. On pourra vous aider à justement faire des préconisations du nombre de capteurs à installer, les bons outils associés, etc. Mais ça s'étudie vraiment au cas par cas. Ok. Une question, est-ce que notre démarche est accompagnée par le Fonds vert? Et une autre question de la même personne, est-ce qu'on peut redire 2 mots sur la loi Elan? Alors, du coup, le Fonds vert a pour objectif de financer de la rénovation énergétique. Donc, dans ce cadre-là, et il faut mener notamment des audits énergétiques pour… en fait, le Fonds vert va vous donner des financements pour alimenter votre transition énergétique au niveau bâtimentaire. Pour avoir ces financements, il faut mener des études, des audits énergétiques pour prouver, on va dire, entre guillemets, les actions et du coup le coût de la rénovation énergétique. Donc oui, peut-être en fonction aussi des investissements, peut-être que les fonds verts peuvent alimenter peut-être certaines actions. Par exemple, si vous, je sais pas, vous devez faire du relamping ou rénover l'ensemble de vos chaudières ou l'ensemble de vos équipements. Après, je mets juste un warning sur l'idée de la temporalité. En fonction de là où vous en êtes dans votre démarche, vous allez peut-être devoir… voilà, le timing pour demander en fait des financements sur le fonds vert peut-être sera long par rapport aux objectifs du coup des plans de sobriété. Et la question suivante était, est-ce qu'on peut redire 2 mots? C'est un peu court, je pense, mais on peut essayer sur la loi Elan. La loi Elan a pour objectif, en fait, alors c'est une loi qui est très large, qui comprend beaucoup on va dire, beaucoup d'éléments, de volets. On a à la fois l'évolution du coup des logements, enfin, on va dire des bâtiments. On a de l'aménagement, le numérique, donc c'est assez large. En tout cas, je ne sais pas si la sous-question, c'est sur le décret tertiaire, du coup, et sur toutes les lois qui en découlent. Cette loi, en fait, a été un peu… pas la première pierre à l'édifice, mais vraiment la loi qui a basé, on va dire, et sur lequel en fait a découlé plusieurs décrets, notamment le décret tertiaire. J'ai aussi le décret Bax aussi en tête, en fait, qui permettent de nourrir en fait de manière très objective et très concrète, très opérationnelle, cet objectif de réduire et de transformer énergétiquement en fait l'ensemble du parc sur ce volet-là, parce qu'encore une fois, il y a le numérique, il y a plein de choses qui rentrent dans ce dispositif, les dépôts obligatoires, enfin voilà, c'est vraiment très 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 large. Mais du coup, de ça, on découle par exemple le décret tertiaire, le décret Bax et ainsi de suite. Mais c'est une loi qui a pour objectif d'engager la transition et de donner un cadre pour derrière avoir d'autres lois, d'autres décrets plus concrets sur certains aspects de cette loi. Merci. Alors, on a une question, encore une fois, sur les données de compteurs. Est-ce qu'on a dû demander les droits d'usage aux distributeurs fournisseurs d'énergie pour la remontée de données? Tout ce qu'il nous faut, il me semble, c'est un mandat. C'est-à-dire, on vous demande de signer un mandat qui va nous permettre, nous, de récupérer les données auprès des distributeurs. Alors, pour l'instant, le processus est rodé au niveau de Enedis, qui est le distributeur de la majorité des sites. Pour tout ce qui est régie locale,
Ça peut être dû au cas par cas aussi, mais on sait qu'ils sont beaucoup plus en retard sur le sujet de la remontée des données de consommation, de comment on peut s'interfacer avec leur système de façon générale. Mais on va dire que sur le principe, on a juste besoin d'un mandat et on peut récupérer vos consommations. Tout à fait. Très bien. Est-ce que, la personne qui demande, est-ce payant? J'imagine que c'est pour par rapport au distributeur, fournisseur. Pouvez-vous préciser votre question? Et en attendant, j'en pose une autre. Quelle est la cible de votre clientèle entreprise, PME, ETI, grande entreprise? À qui s'adresse votre offre? Tout le monde. Tout le monde. Alors, du moment où vous avez un parc immobilier avec plusieurs bâtiments, que ce soit encore une fois dans le public, dans le privé, avec des tailles de bâtiments, on a certains clients qui ont des petits parcs immobiliers de quelques bâtiments et ça va jusqu'à des centaines de bâtiments. La Poste, c'est 10 000 bâtiments, donc vous voyez, l'échelle est assez large. Du moment où voilà, vous avez un parc immobilier à gérer et selon, on va dire, vos enjeux aussi, on va apporter des briques et surtout des outils que vous avez en place. On va apporter des briques complémentaires aux outils que vous avez déjà en place. Donc oui, vraiment tout le monde. Il y a peut-être une subtilité que j'apporterais, c'est sur la partie industrielle. Nous, on ne va pas forcément aller toucher. Nos recommandations vont vraiment être au niveau bâtimentaire, donc on ne va pas toucher au process industriel. Mais ça n'empêche qu'on a certains clients qui sont des industriels et qui veulent agir sur leur coque bâtimentaire et sur leurs équipements, par exemple de chauffage ou de climatisation. Donc non, il n'y a pas de... Voilà, du moment où vous avez des bâtiments, on peut vous aider. Très bien. Et donc, par rapport à la question de la gratuité ou non, c'était par rapport au mandat. Est-ce que d'aller demander des mandats de remonter la donnée, c'est payant? En fait, est-ce qu'on doit payer quelque chose aux fournisseurs, si je comprends bien la question, et aux distributeurs? Non, vous avez le droit d'aller demander vos données, vos distributeurs d'énergie et vos fournisseurs sont dans l'obligation de vous donner vos données si vous souhaitez, c'est vos données de consommation. Donc non, ce n'est pas payant pour si vous souhaitez demander directement à vos distributeurs et fournisseurs. Si jamais, par exemple, vous souhaitez passer par nous, même tout type d'organisme, je pense que tous les acteurs du marché fonctionnent de la même manière. Étant donné qu'on va intégrer ça dans une prestation un petit peu plus globale, donc ça fera partie, on va dire, de la prestation que vous nous demanderez, enfin sur laquelle vous nous mandatez. Mais la demande en tant que telle n'est pas payante. Oui, puisque la personne précise qu'elle a demandé et on lui a fait des devis. Peut-être, madame, puisque c'est une dame, on peut prendre un moment pour échanger Ouais. post-webinaire. On va vous envoyer on va vous appeler. Voilà. Tout à fait. Donc, je pense qu'on a fait le tour des questions. Merci à tous pour votre attention. 58. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention, vos questions. Je vous remets nos coordonnées, enfin mes coordonnées, du coup, ma collègue aussi, Charlotte Leroy. Si jamais vous avez d'autres questions qui vous viennent en tête ou si vous souhaitez échanger davantage avec nous sur des solutions pour vous accompagner, on serait vraiment ravis d'échanger avec vous. Donc, n'hésitez surtout pas. Oui, et juste dernière petite précision à tous ceux qui ont demandé si le support serait envoyé, effectivement, il sera envoyé ainsi que le replay. Belle journée à tous. Je vous remercie pour avoir suivi cette formation. Bonne journée à tous.